Mesdames et messieurs, l'explosion des progrès scientifiques et technologiques, notamment en matière de numérique, en matière de génomique, en sciences neurologiques et en technique de l'information, bouleverse notre vieux monde de terriens pâteaux et lents. On se demande comment nous avons pu réussir dans cet univers impitoyable alors que nous n'avions rien d'un héros. Nous n'avions pas de longue défense ni de crocs, juste des petites dents et de mauvais ongles. Nous courons lentement à se faire ramasser par un crocodile ou par un guépard. Nous avons des portées, des progénitures qui sont lentes à émerger en petits nombres comparés aux millions d'œufs pondus et à ces animaux qui se lèvent dès la mise bas sur leurs quatre pattes. Bref, qu'est-ce qui a fait que l'homme, au sens générique du terme, s'est retrouvé ainsi, non pas à la tête, parce que je suis de ceux qui pensent que tout est beau dans la nature et tout à sa part, mais avec cette intelligence et cette capacité de communication. Ce sont les deux. Quand je parle d'intelligence, je ne parle pas du QI, je ne parle pas du calcul que nous font les machines. On est dans l'imitation artificielle globalement aujourd'hui. Ne nous trompons pas. Le mot intelligence artificielle, lancé en 1956 lors d'un fameux congrès à Dortmund aux États-Unis par les cybernéticiens, a été fait d'abord pour faire de la pub et ramasser les fonds de la recherche. Mais l'intelligence artificielle n'existe pas. Et j'en reparlerai si vous le voulez bien. En revanche, les technologies que nous voyons émerger, bien sûr, nous reposent la question de qui nous sommes, directement. Non pas d'où nous venons et où nous allons, mais qui nous sommes aujourd'hui. Et c'est vrai que le médecin que je suis, et tous les médecins qui sont dans la salle, s'il y en a, ou les personnels soignants, savent très bien que notre devoir est de réparer l'homme, la femme et l'enfant malade, blessé, handicapé. Et pour cela, il n'y a pas de principe de précaution à la science. Je fulmine tous les jours quand on nous empêche, quand on nous contraint, quand on nous contrôle. Comprendre le monde est notre âme. Ensuite, bien évidemment, à partir du moment où on comprend le monde, on peut le manipuler. On en voit bien les défauts de ce que nous faisons. Mais là, c'est un autre problème. C'est les applications de la science qui peuvent poser question. Ce sont les techniques ou les technologies qui peuvent poser question. Mais si je regarde l'atome, je suis bien content que des savants aient découvert comment fonctionnaient les particules, parce que moi, ça me sert en tant que médecin, en scintigraphie osseuse, en traitement par irradiation, mais ça a aussi permis de faire éclater 2 bombes à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc on voit bien qu'on est toujours dans le yin et le yang, dans le soleil et la lune, dans la vie et la mort. C'est notre devoir-être. Il n'y a pas d'autre solution. Donc que vais-je faire, moi, médecin? Aujourd'hui, je répare. Et j'utilise toutes les techniques, ce qui permet effectivement de voir des malades qui portent des cœurs artificiels, des pancréas artificiels, des appareils qui leur permettent d'entendre, des lunettes. Demain, on va vous créer des rétines artificielles, elles commencent déjà à apparaître. Bref, on pourrait nous remplacer en kit. Chez Ikea, à combien? Avec une paire et 2 paires, comme chez Afflelou pour la seconde. Mais tout cela, je l'accepte, je le prends, j'en suis. J'ai participé activement au développement de la robotique chirurgicale en allant, il y a 25 ans, aux États-Unis, où je travaillais avec les ingénieurs de la Silicon Valley pour mettre au point un robot. Et ce robot, je ne pensais pas, 10 ans avant, jeune chirurgien à l'hôpital de la Pitié à Paris, debout, appuyé contre la table d'opération, plongeant mes mains à l'intérieur de l'abdomen d'un malade pour lui extirper un cancer. Je ne pensais absolument pas que je me retrouverais éjecté, littéralement, de la table d'opération, situé à peu près à la distance de cet écran, et travaillant assis, peinard, mes doigts dans des joysticks, avec une vision 3D augmentée exceptionnelle qui m'a permis de pouvoir disséquer la prostate sans altérer les structures de voisinage. Et j'ai pu mesurer combien le bras télémanipulé que j'utilisais a des capacités que je n'ai pas. Je suis là encore, je le répète, lent et pâteau et lourd. Ma main, vous pouvez faire la même chose si vous voulez, vous voyez bien que vous faites maximum 180 degrés et encore, vous forcez en tordant le coude, l'épaule. Alors que le bras télémanipulé fait 360 degrés, 1000 fois dans un sens, 1000 fois dans l'autre. Donc oui, la machine me permet d'augmenter mes capacités d'agir sur l'homme, l'enfant ou la femme malade. Il n'y a aucune discussion à cela. Mais demain, on va me demander d'augmenter
l'homme. Nous sommes dans un bouleversement du monde qui oscille entre deux extrêmes. Le caractère totalement démiurgique des ingénieurs, notamment de la Silicon Valley et des Chinois que je connais bien depuis 40 ans. Je vais dans ce pays pour suivre leur évolution qui, j'en reparlerai, est absolument foudroyante, foudroyante, au vrai sens du terme. Nous risquons de cramer sous la pression chinoise, j'en vous en reparlerai. Mais que vais-je, comment dire, comment vais-je me situer par rapport à cette pression exceptionnelle de ceux qui veulent à la limite faire disparaître nos corps pour garder uniquement nos neurones et les connecter à d'autres neurones, entre guillemets artificiels, dans un espèce de cloud éthéré où nous serions là à nous aimer, à nous embrasser. Mais comment? Sans les corps. On retrouve Platon qui détestait le corps. Pour lui, il y avait des idées pures qui étaient dans un ciel là-haut avec les idées, qui buvaient des petits moritos tranquilles au bar des élucubrations pour les intellos. Et donc, nous avons nous-mêmes, en Europe, nous avons divisé l'homme. Descartes a été le pire. La res extensa, la chose étendue, la matière, et la res cogitans, l'esprit. L'un et l'autre travaillent ensemble, mais n'étant pas créés de la même façon, ce qui est complètement faux. Notre vision occidentale européenne est fausse. Nous sommes des êtres de matière, complètement de matière. Et nous sommes faits de quelques éléments qui existent dans l'univers entier, qui s'expand à l'infini, à milliards de galaxies qui possèdent des milliards d'étoiles. Nous sommes faits de quoi? De carbone, d'hydrogène, d'oxygène et d'azote. Avec ces 4 composants, regardez l'incroyable diversité biologique qui existe à millions d'espèces. Et qu'est-ce qu'on va faire demain? Demain, nous savons que de toute façon, nous sommes des êtres non durables. Mes amis astrophysiciens me le disent, à 500 millions d'années, la Terre sera à plus de 100 degrés, quoi qu'on fasse. Donc, nous mourrons. Et nous mourrons peut-être avant. Et à 5 milliards d'années, notre bonne planète sera engloutie dans une énorme géante jaune que sera devenu le Soleil en grossissant, embarquant Vénus, Mercure, la Terre et sans doute Mars. Donc c'est bien gentil, effectivement, quand on voit un Elon Musk qui vous dit qu'il faut se barrer, partir, et qu'on voit la NASA qui, dans 20 ans, a décidé, avant 20 ans, de placer des hommes à vivre sur Mars, on comprend. Mais c'est un côté totalement fou, en ce sens que vivre sur ces planètes n'est pas une sinécure. Le scaphandre, c'est bien gentil quelque temps, mais il faudra considérablement transformer ce qu'on appelle les atmosphères de ces planètes pour qu'on puisse y vivre et développer de la vie. Donc à la limite, Mars sera peut-être un Airbnb, le temps d'aller beaucoup plus loin sur Proxima du Centaure, en train de se mettre tranquillement dans des grands matelas, des grands transats, en train de briller et de bronzer sous le soleil d'Andromède, en écoutant Mahalia Jackson dans nos écouteurs ou Jean-Sébastien Bach, nos vieilles musiques. Donc voilà ce qui va se passer. Et ça, c'est de la science, ce n'est pas du baratin. On n'est pas dans de la folie écolatrique, c'est ce qui va se passer. Donc nous sommes des êtres temporaires. Puisque nous sommes temporaires, autant nous aimer maintenant, et faire en sorte que nous vivions en osmose les uns les autres, plutôt que de nous taper dessus tous les jours. Et puis à l'inverse, vous avez les collapsologues, ce qu'on appelle, comme Yves Cochet, qui vous dit qu'en 2050, l'humanité aura disparu. Folie totale. Et on va embarquer la petite Greta Thunberg, cette autiste, qu'on montre à tout le monde. Elle va aller à l'Assemblée nationale le 4 juillet et les députés vont l'applaudir. On fout la panique. Mais c'est honteux. Bien sûr qu'il y a des dangers. Je suis comme vous, je suis respectueux de la nature. Oui, on la gâche. Nous sommes les seuls qui avons été capables d'abîmer la nature. Nous savons très mal recycler. Mais ça vient. Regardez maintenant le nombre de personnes qui vont ne même plus se faire incinérer, mais qui vont se transformer en compost pour retourner à la Terre. Vous savez que les molécules dont nous sommes faits, les atomes, persistent. En fait, lorsque nous mourrons, ce sont nos formes et nos collaborations qui disparaissent. Mais nos atomes persistent. Et peut-être ai-je avalé un atome de Socrate ou de Pol Pot, ou un autre de Mandela, de Mère Teresa, ou d'encore un affreux tyran, Staline. J'en sais rien, en buvant là encore une bonne bière au bar du coin à Paris. Les atomes se baladent. Il y a quelque chose de très oriental dans ce que je vous dis, mais l'Occident a oublié cela. Nous sommes faits de matière.
Et nous sommes dans un continuum entre matière et esprit. Comme un peu, de façon caricaturale, l'eau peut être dure, comme de la glace, liquide à température ambiante et s'évaporante en fumée et en volutes légères lorsqu'elle monte en température. C'est cela, il n'y a pas de rupture entre l'esprit et le corps. Nous formons un tout. Et il faudrait bien que l'on prenne conscience de cela, parce que c'est à partir de là que nous pourrons construire des civilisations plus adaptées à ce qu'est le monde d'aujourd'hui et de demain. Les Chinois ne pensent absolument pas comme nous. Pour eux, l'homme, l'individu n'existe pas. Ce n'est pas le Parti communiste qui l'a dit, c'est de la plus haute antiquité. L'homme est dans le cosmos. Il est un tout petit point, il fait partie du cosmos, il ne doit pas le déranger. Nous avons poussé les Occidentaux à partir de l'Égypte, la Grèce, Rome, et cette Europe chrétienne exceptionnelle qui a inventé les banques, l'industrie, la science. Bien sûr, il n'y a pas du tout à en rougir, au contraire, mais qu'en avons-nous fait? Et qu'en faisons-nous aujourd'hui? C'est à réfléchir. Donc nous ne pensons pas la même chose. Il n'y a pas d'universalisme. Il y a eu un universalisme européen chrétien, colonisateur, le glaive et le goupillon. Et maintenant, il y a une tentation folle, mais réelle, de revanche du côté du Pacifique. Rappelez-vous juste un chiffre. En 2050, nous serons près de 10 milliards. Il y aura 4 milliards et demi, voire peut-être 5, d'Asiatiques et d'Indiens. 1,5 milliard d'Américains nord et sud. 2,5 milliards d'Africains, dont la moitié auront moins de 25 ans, quand nous serons 500 millions d'Européens, dont le tiers aura plus de 65 ans, crevant dans des EHPAD sordides en cherchant leurs pantoufles sous le lit qu'ils ont aux pieds. Voilà ce qui risque de nous menacer, voilà le risque qu'il y a. Et je ne veux pas faire de la politique, mais si l'Europe ne prend pas conscience de ces enjeux-là, nous serons finis. Finis, on ne nous attend pas. Et nous vivons grassement, repus, peinards, assistés, coucounés, assurances et sociaux et autres. Est-ce que nous sommes comme la Pompadour qui, en train de se faire tirer le portrait à Versailles, voit la tête de Louis XV passer par la porte en lui disant « Ma chère, je viens de perdre la bataille de Rosbach », et elle de lui répondre « Après nous le déluge ». Est-ce que nous en sommes là ou est-ce que nous sommes capables de souffrir pour changer? Car si nous ne voulons pas changer et souffrir, nous mourrons. C'est un enjeu essentiel aujourd'hui. Et la médecine que je fais est là-dedans, parce que les autres vont augmenter, les hommes. Les Chinois l'ont déjà fait en partie, en manipulant avec les petits ciseaux moléculaires créés par une Française, que l'on connaît bien, le génome de centaines de gamins au QI de plus de 130 pour espérer, pour voir comment ils sont faits, comment sont faits ces génomes, et espérer créer des petits Chinois à QI de 160. On est dans la folie mécanistique. On ne pense jamais à l'amour, on ne pense jamais à l'empathie. On ne parle que force, puissance. Et les Américains suivent, qui sont très transhumanistes aussi. C'est l'Europe, heureusement, qui, dans ce sens-là, 25% des Européens, ou 30% maximum, pensent que ce transhumanisme est un bien. Mais que va-t-il se passer? Oui, je répare. Oui, on peut mettre des puces pour aider ceux qui vont mal. Oui, on électrifie le cerveau des Parkinsoniens et qui se mettent à arrêter de trembler, ce qui est merveilleux. Vous avez vu que tout récemment, l'équipe d'Amiens a pu complètement réparer, arrêter les tremblements d'une femme âgée de façon définitive grâce à un petit système laser posé par un petit robot français. Là, je dis bravo, bravo. Donc oui, dans ce cadre-là, la médecine a tout son champ d'action. Mais quand demain, on va voir des parents, ça existe déjà, qui en Californie, pour 30 000 $, se font faire des enfants dont ils connaissent la couleur d'yeux, la taille, la couleur de peau. On va vous faire des enfants qui ne seront plus des personnes, mais des objets. Et que se passera-t-il quand à 18 ans, la fille qui aurait été conçue par un père et une mère qui l'auront faite comme ils le voulaient, donc, disons, 1,75 m avec des cheveux bruns et des yeux verts, quand elle leur dira à 18 ans, papa et maman, vous m'avez fait comme ça, moi je voulais être 1,80 m, blonde avec des yeux bleus, je vous fais un procès. Parce que ça arrivera. Ça arrivera. Nous sommes les seuls êtres qui sommes capables de sortir
de notre champ d'action. Les animaux sont merveilleux d'intelligence, d'empathie, j'en ai, je sais ce que c'est, mais ils ont leur territoire. Et ils ne sortent de leur territoire que dans des conditions de prédation aggravée, de famine ou de climat dégénéré. Seul l'homme est capable, et le seul a conquis la planète, comme ça, partant d'Afrique pour rejoindre l'Océanie, où, dans les îles de la Sonde, il avait 80 km à faire pour aller en Australie. Il ne savait pas où il allait. Sapiens ne savait pas où il allait 60 000 ans quand il a traversé sur ses radeaux de fortune. Ça, c'est nous. Nous sommes les seuls capables de nous brûler pour comprendre que c'est chaud. Et on va se brûler, probablement, nous irons jusqu'à la création d'un monstre. Et le jour où il aura été conçu, alors probablement on se réunira, comme on l'a fait pour l'énergie atomique, on se réunira pour aboutir à une non-prolifération de ces systèmes, comme nous le faisons aujourd'hui. Le traité de non-prolifération nucléaire est ce qu'il est, il n'empêche que ça fait 75 ans que pas une bombe n'a pété de façon guerrière. Donc tout ça pour vous dire qu'on est embarqué dans un sacré truc, et que moi, le médecin, je n'ai pas du tout envie, premièrement, d'être l'objet ou celui qui va mettre à disposition des personnes dites saines, hein, pour les augmenter leur cognition, leur mémoire. À quoi ça sert? La machine est là pour le faire. Dégageons, mettons dans les garde-robes numériques tout ce qui nous sert et qui n'est pas utile au quotidien. Et gardons les neurones pour la créativité. Nous avons une plasticité neuronale exceptionnelle, tout à fait exceptionnelle. Vous savez que quand une zone neurologique n'est pas utilisée à une action, elle est tout de suite prise pour une autre. Donc on voit bien que plus on pourra se dégager grâce aux outils, à ces objets numériques qui nous entourent, des choses qui sont je dirais, ennuyeuses à faire, faciles à faire, mais répétitives, plus nous gagnerons en capacité de créativité, à condition de le faire. Parce qu'aujourd'hui, la vraie question qui est posée, et ce n'est pas moi qui le dis, est de savoir si c'est la machine, ce que j'appelle intelligente, entre guillemets, qui pourrait augmenter ses capacités, ou si c'est nous qui sommes en train de réduire les nôtres avec nos smartphones en permanence. On est complètement malade. Moi, je rêve d'une journée sans rien. Une journée mondiale sans Facebook, Instagram, Twitter et tous les autres. Stop! Meilleur moyen de faire comprendre aux GAFA et aux Baxt que nous sommes là, les hommes. On arrête. Leur business plan s'écroule, puisqu'ils vivent de la pub qu'ils font sur nos clics. L'a-t-on compris, ça? Et est-on capable de se sevrer? Juste une journée pour dire, attention, on vous le fait un coup, puis si vous n'êtes pas gentil, on le refera 2 jours, puis 1 semaine, puis 1 mois. Est-ce qu'on est capable de ça ensemble? Nous sommes complètement addicts. Et on voit certaines zones cérébrales qui s'atrophient quand on fait des résonances magnétiques nucléaires de ceux qui jouent avec ces instruments. La violence des tout petits gamins aux États-Unis a été analysée par des neuropsychologues qui ont montré, violence extrême, hein, des tout petits, entre eux, effroyables, qui ont montré que c'était en partie, et grande partie, lié au fait qu'ils passent des heures devant les écrans. Ils ne sont plus dans la réalité humaine. Et ça les rend fous et ils agressent les autres. Donc je ne veux pas être défaitiste, je vais en finir. Je suis un optimiste sceptique, en ce sens que nous n'avons pas perdu la partie, mais si nous ne comprenons pas ces enjeux médicaux qu'on nous obligerait à faire, nous pucer la tête. Mais je refuserais. Elon Musk veut le faire, il a créé Neuralink pour cela, alors qu'il avait dit avec Stephen Hawking et Bill Gates il y a quelques années, attention, l'intelligence artificielle va nous bouffer. Eh bien non, il crée sa boîte pour nous pucer et augmenter nos capacités. Je dis non. Pourquoi? Parce que c'est celui qui m'aura implanté qui sera le maître, qui fera de moi ce qu'il veut, ou le hacker. Donc il n'y aura plus de personne humaine si on continue dans ce sens. Voilà le message que je voulais vous passer. Donc ce n'est pas résister, c'est utilisons, embrassons ces outils qui seront là pour nous aider, mais simplement pour nous aider et surtout pas pour nous dominer. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Guy Valencien. Et dans le futur, tel que vous nous l'avez dépeint, ça fait un peu peur. Non. Vous savez, pardon. Le micro marche, oui. Non, n'ayons pas peur. Surtout pas, c'est la pire des choses. Parce que la peur, c'est... Alors, il y a 3 attitudes. La fuite, surtout pas. L'attaque, c'est pas bon l'attaque non plus.
ou la stérilisation, on est figé sur place. Non, non, soyons conscients des enjeux, soyons conscients que d'autres pensent autrement que nous, d'où l'utilité de nous réunir. Je plaide, et j'en ai parlé, je l'ai dit au président de la République, il faut créer une COP digitale, de façon à réunir les États sur ces thèmes-là qui sont majeurs, de façon à discuter entre nous de ce qui sera possible ou pas. Alors on me dit, oui, c'est vrai, l'Europe est là pour l'éthique. Voilà. Nous n'avons pas un géant mondial dans ces domaines-là, pas un. On est bourré de centaines de start-up, mais il n'y a pas un géant mondial. Et on se balade avec l'éthique, la RGPD, tout le machin, ça les fait rigoler. Hein. Bon, bien évidemment, si nous n'avons que ça à proposer. Donc d'abord, ayons une industrie aussi puissante. Et c'est ce que vient de dire, je crois, le Premier ministre cet après-midi à l'Assemblée. Redevenons une Europe puissance avec la puissance numérique, la puissance informatique. Mais ça ne se joue pas à 1 milliard tous les 3 ans. Les Chinois viennent de mettre 150 milliards de dollars sur 10 ans pour être les premiers du monde. Et ils vont l'être. Et nous, l'Europe met quelques milliards par-ci par-là dans des projets qui foirent une fois sur 2. Donc on n'est pas au même niveau. C'est une économie très capitalistique. Il faut beaucoup d'argent. Quand Pasteur regardait ces petites bêtes sur le microscope, ça ne coûtait rien. Et aujourd'hui, pour mettre en place des systèmes de ce type dont je parle, c'est très cher. Alors on a prévu un temps d'échange avec la salle. Vous avez une jeune femme ici, Manon, approchez-vous, voilà qui a un micro. La parole est à vous. Si vous voulez interroger notre conférencier, vous avez vu qu'il a des choses à dire, et des choses intéressantes à dire. On ne peut pas se passer de son smartphone, hein, visiblement. Non, c'est parce que je suis coincé. Je suis désolé, mais je ne peux pas rester. J'ai un train à 21h04. Alors, voilà. Alors vite. Voilà. Question. Je vais prendre un drone, je pense, pour m'emmener à la gare. Ben voilà, exactement. Voilà. une question? Non, on a... Écoutez, merci beaucoup, Monsieur Valencien. C'était très intéressant.